Bonjour à tous, ici Claire des Lucasfilles. Difficile de rebondir après le coup de foudre de Love Between Fairy and Devil, mais rassurez-vous, plein de bonnes choses sont censées sortir dans les mois à venir, donc on garde l'œil et l'esprit ouverts, ainsi que les doigts croisés. Et ce mois-ci, j'ai quand même de bonnes choses à vous proposer, dont un petit plaisir bien explosif. Allez, c'est parti. Les tops. Maid's Revenge. On va commencer direct par l'explosion d'ovaires, il n'y a pas de raison. Avec ce drama pour lequel vous êtes sûr d'accrocher tant l'intrigue est bonne. L'intrigue, la voilà résumée pour le plaisir des yeux. Les abdos et les pecs de Dai Gao Jang, qui du coup avec ce drama a raflé tous les cœurs et les clics, pour ne pas dire autre chose. Tant sa belle personnalité, qui rappelle d'ailleurs beaucoup celle de Park Seo-joon, a affolé la dramasphère en septembre pendant la diffusion de ce mini-drama. Court mais costaud et très efficace, qui fait appel à absolument tous vos plus bas instincts. C'est du lady porn en puissance ce drama. On est en période républicaine dont sexe et violence sont au programme comme d'habitude, et ça commence en effet direct sans trêve de blabla lorsque la famille de l'héroïne se fait massacrer et qu'elle se fait embarquer en portée de pompiers par le gouverneur local, un chef de guerre aux atouts dont il n'est pas avare face à la miss, et c'est tant mieux quand il l'attache à son lit pour aller prendre une douche. Toi de ton côté, t'en prendrais bien une de douche, hein, donc tu commences à sortir le ventilateur, l'éventail, tout ce qui te traîne à portée de main, et tu cherches fébrilement l'épisode 2 et ça va rester au niveau tout du long pour un arc de vengeance de la demoiselle qui se retrouve boniche dans la famille dont elle aurait dû devenir la jeune maîtresse, mais comme elle se fait usurper son identité par sa bitch de demi-sœur, elle va prendre cher dans la plus pure tradition des dramas. Dans l'affaire Le Promis, dont les douces manières plaisent à la donzelle et qui est, coïncidence, le neveu du gouverneur à la belle personnalité et qui est visiblement obsédé par elle. Malgré un dernier épisode qui te reste un petit peu en travers de la gorge, ça se laisse dévorer avec un plaisir assumé, mais attention aux âmes sensibles, comme je l'ai dit, sexe et violence sont au programme. Believe in Love. Beaucoup de charme autour de l'alchimie du duo d'acteurs dans un drama avec des éléments fantastiques. Un couple d'êtres surnaturels est séparé par un rival jaloux qui convoite la nana, et pour sauver l'esprit primordial du chéri poignardé, la fille sacrifie sa divinité, fait le serment de l'épouser dans leur prochaine vie, mais son sacrifice va en effet lui coûter cher puisque sa réincarnation mortelle est affectée d'une maladie congénitale qui lui laisse peu de chances de vivre âgée. Maudite et paria dans sa nouvelle vie, la voilà fiancée au chef de l'île où elle réside, qui la poursuit de ses demandes en mariage à contre-cœur puisque le seul moyen pour lui d'hériter du titre de chef et protéger l'île d'une menace existentielle, c'est selon les termes du testament de son paternel d'épouser la malade. Ça commence donc pas top pour les deux puisqu'elle refuse systématiquement ses avances et que lui en fait ne peut pas vraiment l'encadrer. Cependant, à force de la côtoyer, le Godluro s'éprend sincèrement de la jeune femme loufoque aux idées bien arrêtées et qui aimerait tranquillement faire la cuisine, et c'est donc en effet un jeune homme sincèrement épris qui va convoler en juste noces. La tragédie va quand même rattraper le couple sexy et adorable à travers les soucis de santé de la miss, mais aussi le profil menaçant du villainous crush réincarné du début qui met un moment à venir mais qui viendra, ne vous inquiétez pas. Il y a des scènes ultra réussies là-dedans, notamment une nuit de noces ratée pour cause de ragnagna, le type qui n'en peut plus mais ne parvient pas à tirer son coup pour X raisons. En dehors du sexy, les scènes de cuisine vous mettent l'eau à la bouche plus d'une fois. Et somme toute, cela fait une série plutôt réussie où brillent les deux acteurs, mais aussi les personnages secondaires, dont le copain d'enfance de la miss, un friendzone que j'ai trouvé adorable tout plein. Lost Track of Time. Deux arguments de poids à la base pour moi, Sing Fei, dont j'ai quasiment vu tous les dramas et que j'apprécie, et surtout Jing Chao, le king du villainous crush depuis Princess Silver en ce qui me concerne, capable de te faire apprécier la pire pourriture par son jeu très fin et sa personnalité. De plus, j'ai beaucoup apprécié le concept de retour en arrière seconde chance. Les deux premiers épisodes passent vitesse grand V avec beaucoup d'ellipses. Ne vous inquiétez pas car la suite vous donnera tous les flashbacks nécessaires, donc ne vous laissez pas déconcerter par cette tournure narrative. Une jeune fille de soi-disant 15 ans est l'héritière d'une famille de marchands qui ouvre des voies fluviales. La miss dégourdie et ingénieuse vit sa best life et a un destin de conte de fées quand elle reçoit tous les honneurs dans sa famille et tombe littéralement dans les bras d'un séduisant garde du corps qui se révèle être un prince impérial qui la demande en mariage contre vents
et marées. Le conte de fées va virer très vite au cauchemar, hein, donc en un épisode en fait, et c'est l'escalade de la vie de merde de la jeune fille. Maman décède, puis le papa, le frère, le beau-frère, le fiston, la boniche, enfin tout le monde y passe, et elle prend conscience d'être entourée de bitch, et le mari aimant et adoré qui est devenu empereur contre toute attente se révèle un odieux salopard prêt à tout sacrifier par ambition. C'en est trop pour Bichette qui tire sa révérence avec panache en faisant tout cramer autour d'elle, mais patatras, la revoilà revenue dans le passé juste avant la rencontre fatale avec le mari de la loose. Pourra-t-elle changer son destin? Comprendra-t-elle que le beau-frère, un gentleman farmer trop pur pour ce monde, était amoureux d'elle et lui a en fait permis cette seconde chance en lui faisant cadeau d'un bracelet magique qui lui servait de déclaration d'amour. J'ai étonnamment beaucoup apprécié le personnage choupinou du frère qui a des scènes adorables avec l'héroïne, mais clairement l'attraction principale c'est Foufou, hein, comme nous l'avons surnommé Aurélie et moi depuis Princess Silver, avec des scènes épiques, hein, on peut pas dire mieux, de Villainous Crush qui brûle la pellicule et ta rétine et que t'es en PTSD. Donc si déjà t'as regardé Maid's Revenge, tu hyperventiles quand même pas mal, hein. Quel acteur! Si vous adorez les béguins de vilains, mais alors foncez, car Jing Chao nous fait le show tout feu, tout flamme, comme il sait si bien le faire. Il y a du Goodbye My Princess dans ce drama, ça vous pose l'ambiance, mais avec un final moins tragique. Ouf! Introduction of the Princess. On reste un peu dans la même veine avec des bitcheries impériales pour ce drama ambiance plutôt Princess Wei Yang. Une jeune princesse, pleine de joie et d'allant, va taper dans l'œil d'un prince souffreteux de passage à qui elle redonne la joie de vivre et qui est incarné par Wallace Rowe. Comme la Miss c'est Ruby Lin, ça prend tout son sel car le couple d'acteurs amis dans la vie s'est rapproché pendant le tournage du drama justement. Pas de bol, toute la famille se fait dézinguer et la Miss passe pour morte à la consternation du prince souffreteux à qui on a refourgué ni vu ni connu la cousine, une bitch qui en avait assez de vivre dans l'ombre de Bichette et dont le papa est l'odieux usurpateur du trône qui a arrangé le désingage familial. Mais Bichette n'est pas morte et ce n'est pas Wallace Rowe qui va lui mettre la main dessus dans un premier temps, mais un autre prince en goguette qui décide de l'utiliser comme pion dans son jeu d'échecs à la cour et à la con où il espère virer son frère et prendre la place. On part en Pygmalion donc alors qu'il fait prendre à Bichette des cours pour devenir une séductrice fatale, ce qui ne va pas marcher comme il l'a prévu parce que Bichette préfère sa personnalité iconoclaste et que c'est ça en fin de compte qui est son atout séduction. La relation entre le maître et sa marionnette récalcitrante est troublante et bien trouble comme on les aime et va sérieusement se compliquer quand tu ajoutes au passage le retour de Wallace Rowe qui ne va jamais lâcher l'affaire et des bitcheries de tout poil. Par ailleurs, mention spéciale à l'eunuque qui sert de nounou à Bichette, il est adorable et j'ai adoré la relation entre ces deux personnages. Belle prestation de Ruby Lin pour ce drama que tu sens de base pas joyeux et en effet il ne le sera pas, mais qui est porté par des acteurs charismatiques qui te font quand même passer des trucs quelquefois assez débiles au niveau du scénario. On continue avec Summer's Desire. Le mois dernier c'était la version chinoise, voici la version originale taïwanaise qui va éclipser sans problème les Chinois tellement les Taïwanais sont bien plus caliente, aïe 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 caramba. Dans le rôle du trio infernal Barbisu, la nana de Meteor Garden ou de Mars, Peter Ho, découvert pour moi dans Nothing God Can Stay en formidable Marie-Angélique, et Wang Xiaoming, l'ex d'Angela Baby. L'histoire est bien sûr la même que la version chinoise, mais est racontée différemment puisque les Chinois suivent la chronologie alors que tu es là dans le flashback pour tout ce qui concerne l'arrivée de l'élément perturbateur dans la famille adoptive, l'amour lycéen de Ocean et de Siamo et la rupture brutale après le décès des parents. Du coup, ça commence sur un Ocean amnésique qui ne comprend pas pourquoi il flash tellement sur cette fille et surtout sur les roucoulades avec Lu aussi qui va à fond dans le rôle de mâle fatal mais dont le tube de jeunesse avec une histoire de chat et de bol de lait vous garantit davantage le rire que des ronrons de plaisir. Par rapport à la version chinoise, j'ai trouvé la fille beaucoup plus investie avec ses deux partenaires, mais c'était pas dur, hein, vu les scènes hot qu'on se prend là-dedans. Quand tu sais qu'en plus on avait 0 bisous dans la version chinoise, alors là franchement je ne sais pas ce que les Chinois ont fichu avec le matériel original. Ne nous leurrons pas, ça reste fondamentalement une histoire malaisante, avec un trio dysfonctionnel
émotionnel et des scènes insupportables comme d'habitude où les mecs se déchirent sur leur bout de viande. Mais comme de juste, je vais rester Team Ocean, d'autant que Peter Ho est déchirant et toujours juste, alors que toutes les scènes avec Hwang Xiaoming m'ont personnellement mise mal à l'aise tout du long. Notamment, il y avait une scène de baiser où je n'en pouvais plus et j'arrêtais pas de dire mais lâche-la, mais lâche-la, mais lâche-la. Kuragehime, aussi connue comme Princess Jellyfish, adorable adaptation nippone d'un manga sur une jeune fille geek fascinée par les méduses depuis son enfance et qui vit avec un groupe de geekettes en mode monacal, se promettant toutes de ne fréquenter aucun homme et vivant à fond leur passion en marge de la société et des gens dits normaux. Et puis voilà que la fan des méduses tombe sur une princesse en effet qui se révèle être un garçon qui se travestit pour connecter avec sa maman disparue, qu'il accepte comme elle est ainsi que toutes ses copines qu'il trouve formidables et passionnantes et qui va la pousser à révéler son talent dans la confection d'une ligne de vêtements inspirée des différents types de méduses. Problème, elle va flasher sur le frère qui la trouve à son goût quand elle est relookée et comme entre-temps la princesse travestie a développé des sentiments amoureux envers sa protégée, bonjour l'embrouille. C'est mignon tout plein même si très dessin animé japonais quoi. Mais en tout cas c'est bourré de charme. Legend of Jin Yan, drama sympathique, joli à regarder avec belle musique et l'acteur de Hello Mr. Goo pour une histoire d'échange de mariés et de problèmes d'identité, un trope dont je suis généralement plutôt cliente. Une nénette, fille de général, férue de travestissement et de liberté, a des flashs du futur qui sentent pas bon, mais surtout zéro idée de ce qui se passe autour d'elle, tant elle est bonne patte et naïve en fait et d'une grande crédulité. Pas emballée à l'idée d'un mariage arrangé avec un prince, elle se retrouve par un imbroglio pas possible, servante au palais pour protéger la demi-sœur qui prend sa place pour ne pas mettre la famille dans la mouise. Pataquès car le demi-frère du prince, amoureux de la miss depuis l'enfance et lui très conscient de son identité, avait essayé de la chourer au frère le jour des fiançailles et va donc essayer de la récupérer sans arrêt au palais. Entre-temps, la miss avait bien sûr fait la rencontre du prince qu'elle aurait dû épouser mais auquel elle a posé un lapin le jour des noces sans que ni l'un ni l'autre n'ait connaissance de leur véritable identité. Il la prend pour un garçon, puis pour une fouteuse de merde possiblement espionne, tandis qu'elle le prend pour un garde du corps. Ça s'amourage dans les malentendus et les quiproquos jusqu'à ce que ça leur pète à la gueule comme de juste. Il y a plein de scènes assez sympas et ça ne se termine pas en tragédie. Mention spéciale au lapin du couple et au double standard du mec jaloux comme pas possible alors qu'il a 12 000 nanas autour de lui. You're Beautiful, du coréen vintage pour une histoire de nana qui doit remplacer son frère jumeau incapacité par une chirurgie esthétique pour intégrer un boys band K-pop au clavier. Outre qu'elle doit se faire passer pour un mec, mais vu que tous les mecs sont fins comme des gonzesses, why not? Le plus cocasse de l'affaire est que la miss, jouée par Park Shin-hye, toute jeune avec sa bouille toute ronde sortie de l'enfance, se destinait à devenir bonne sœur. Et la voilà maintenant colloque de nos trois archétypes dans le vent. Le gentil gars compréhensif et sensible qui grille sa couverture en 2 secondes car monsieur a vu que c'était une fille en prenant son pouls et non pas en grillant l'absence de pomme d'Adam, note bien. Le jeune gars tout fou qui lui va croire un bon moment qu'il est en train de virer gay. Et bien sûr notre chouchou à toutes, le bad boy rebelle qui se frite avec elle mais qui se prend de passion sans trop comprendre ce qui lui arrive, bien rassuré quand assez vite il gaulera le fait qu'elle est une fille. Du coup on a 2 loulous qui cherchent à protéger sa couverture, une fille qui ne calcule pas trop ce qui lui arrive avec toute cette testostérone autour d'elle, des situations cocasses à souhait, des bitches qui cherchent à faire des crasses, bref, retournera-t-elle dans les ordres ou succombera-t-elle au très séduisant Jun Gun-suk, une belle découverte pour moi, et vive le eyeliner pour les mecs, c'est sexy. My Fairy Doctor, mignon petit drama autour d'une échoppe de médecine traditionnelle tenue par une fille et sa famille qui vivotent gentiment jusqu'au jour où un sortilège magique fait sortir d'un tableau un grand ponte de la médecine ancienne qui, fort heureusement, n'a rien à voir avec la version en peinture et qui va surtout tisser un lien magique entre son pendentif à lui et son bracelet à elle. Incapable de s'éloigner de plus de 2 mètres, les voilà obligés de cohabiter dans le joyeux bordel que vous imaginez, alors que lui a décidé que le destin devait en faire sa femme et qu'il doit s'habituer au monde moderne et que elle va le repousser parce qu'elle a un autre loulou en tête. Tout ça est sans grande surprise mais plein de bonne humeur et est sympatoche du début jusqu'à la fin avec une résolution qui n'est pas forcément celle que vous auriez attendue. Love Like White Jade, très choupinou pour une histoire de vengeur masqué et donc
manque d'identité secrète, un trope qui fait toujours son petit effet en romance. Une servante d'un ordre apparemment hyper balèze qui te prépare davantage à devenir une pro du kung-fu que de la serpillière, envoie 2 de ses loulous au service de 2 cousins d'une bonne famille qui préparent le concours de fonctionnaire. L'un est bien sérieux, l'autre est une feignasse qui traîne dans les bars à putes dans son plus bel ensemble rose. Par un micmac dont les dramas ont le secret, il y a échange dans l'attribution des servantes et l'héroïne se retrouve au service de la feignasse alors que les deux ne peuvent pas se voir en peinture depuis leur rencontre explosive dans un bordel justement. Avoir la Miss sur le dos n'est pas du goût de la feignasse car il a un secret de taille et les héros masqués en bleu à ses heures perdues pour enquêter sur la mort de ses parents et par un incroyable quiproquo que tu n'avais pas vu venir, lol, la Miss va bien évidemment autant flasher sur le type en bleu qu'elle se frite avec la feignasse en rose. Ça va donner du cocasse alors que la feignasse va se laisser attendrir et se retrouver son propre rival. C'est choupi et frais tout plein, interprété par Gala Jang de Love in Between et Wen Peng de My Girlfriend is an Alien. Les crasses que les deux persos vont se faire sont tout à fait savoureuses et valent le détour. C'est du grand n'importe quoi. Cute programmer. Le travestissement en époque moderne est quand même un vrai problème parce que s'il n'est déjà pas très crédible dans nos dramas historiques, alors là on atteint des niveaux de ridicule où vraiment on se fout de nous. Donc là de fait avec la nénette qui en pinçait pour Dylan en dragon blanc dans Miss the Dragon et qui en pince cette fois pour Xing Jo-lin en génie de l'informatique qui fait la gueule et qui suite à une déception amoureuse avec une traîtresse de fac a banni toute femelle de son entourage et surtout de sa boîte. Du coup la Miss qui a flashé sur lui à la fac également mais qui est plus jeune que lui va mentir sur son CV et ses gamètes pour intégrer sa joyeuse bande de geeks attardés histoire de faire mumus sur les toboggans mais surtout de se rapprocher de son idole. Et là tu te pinces plusieurs fois pour comprendre comment la question du boy love n'est même pas abordée vu que le mec est quand même fichtrement collé serré et possessif autour de ce soi-disant jeune homme sans que personne ni le type en question ne remette en doute sa sexualité. Ça donne un début complètement con et puis vient le moment où il connaît l'identité de la Miss et là on part sur un contrat de mariage et au moment où le type s'amourache, c'est elle qui commence à lui faire la gueule et bref c'est du n'importe quoi parce qu'elle l'aimait quand il était un gros bâtard arrogant, puéril et antipathique mais dès qu'il devient sympa, c'est fini, elle veut plus en entendre parler. Enfin bref, ce truc m'a passablement énervé. New My Fair Princess. Remake 2011 du drama hyper populaire My Fair Princess de 1998 qui avait propulsé la carrière de Ruby Lin et Fan Bingbing. Une cocasse fiction historique à la cour de l'empereur Tianlong, oui celui de Yanxi Palace et Ruyi's Royal Love, avec un échange d'identité entre une fille bâtarde de l'empereur et une artiste de rue fouteuse de merde. Parce que la bâtarde est trop timide pour se présenter devant son auguste père, la fouteuse de merde, Xiao Yanze, ça veut dire hirondelle, décide de l'aider à se faire connaître, mais patatras, un quiproquo après un accident de chasse fait que l'empereur et tout le monde la prend pour la fille perdue et la petite hirondelle doit la boucler, de peur de se voir elle, sa famille et ses amis, tous passibles de peine de mort pour du prix auprès du souverain. Du coup, ça nous donne droit à toutes les maladresses et les gafouilles d'une paysanne qui apprend l'étiquette de la cour et va bien sûr se faire des ennemis de tout poil et de toute bitcherie, mais aussi conquérir bien des cœurs par sa joie de vivre et son naturel pour ne pas dire sa connerie, à commencer par Papounet, qui la surnomme donc Princess Pearl, le supposé demi-frère et chouchou de l'empereur Yongchi et aussi un peintre occidental de passage, Benjamin, qui est la meilleure trouvaille de la série et une addition par rapport à la version originale. Alors que dire à part que ces 3 saisons sont beaucoup trop longues, que ça fait beaucoup trop de pitreries et de chinoiseries en tout genre, oui j'ose le dire, pour cette bande de joyeuderies qui se marre et se fend la gueule, que tu ne shippes jamais l'héroïne avec Yonchi et sa crise d'asthme permanente, mais bien plutôt avec l'adorable peintre occidental malheureusement friendzoné. C'est long, mais long. Il y a des rebondissements sans arrêt, ça part en telenovela régulièrement avec des menaces de suicide toutes les 4 minutes. Ça te fait penser à Benny Hill ou à Scooby-Doo à plus d'une reprise, ça grouille d'anachronisme. Et à part pour la curiosité de voir un vrai personnage occidental et pour bébé Zanilia dont la série lança la carrière, bah non en fait. Alors je dois voir l'original parce que c'est culte, mais après ça je crois que je vais attendre un petit moment. I don't want to fall in love with humans.
Mini drama, très cheap et pas top, probablement sponsorisé par une marque d'eau minérale, vu que les mecs sont sans arrêt en train de siroter leur eau minérale, dont je soulignerai le talent à te mettre en immersion totale, vu que tu te demandes souvent si tu vas pas finir par avoir le QI d'un poisson rouge à regarder cet engin. Et puis c'est d'un kitsch. Bon alors 4 sirènes mâles, si je puis dire, décident de sortir leur plus beau chemisier et coupe de cheveux pour traîner chez les humains, dont le prince héritier qui ne veut rien avoir à faire avec les humains, vu qu'ils sont sans cœur et que s'il avait le malheur de s'amouracher sans retour, il partirait en écume. Bon, il aurait pu rester au fond de l'eau, ça nous aurait arrangé, mais bon, du coup, Pépère tombe sur une minette qui a peur de l'eau et qu'il sauve malgré lui de la noyade, non au prix de son pucelage, mais tout comme, puisqu'il en perd sa perle magique, et que du coup, il doit chercher à se la récupérer, sa perle magique. De son côté, la fille avait d'autres problèmes que de gérer l'envahissante poiscaille qui va s'installer chez elle, puisqu'elle doit défendre son resto de bord de mer des projets immobiliers d'une bitch et de son ex-petit copain. Voilà, c'est con comme un manche et pas vraiment emballant, oserais-je dire que ça tombe à l'eau. Les flops. Outre les dramas susmentionnés, j'en indique 3 qui n'ont pas réussi à me convaincre. Malheureusement, Immortal Samsara Part 2, c'est toujours dans le bas du classement. Quel gâchis de talent et de moyens, et je maudis Chun-Yi pour la première fois de ma vie d'avoir l'œil et le sourire si doux, parce que j'aurais abandonné le truc carrément s'il ne m'avait pas retenu en otage par sa beauté et son charme chaque fois qu'il est à l'écran. Je te maudis, Chun-Yi, je te maudis. La deuxième partie est bien entendu le chemin d'expiation de Pépère et la reconquête du monde céleste, mais possiblement aussi de sa chérie, alors qu'on clôture le chapitre monde mortel et qu'on a droit à l'histoire familiale du beau gosse. Et là, pratiquement aux joies, vive cette séquence. Le papa du beau gosse est un villainous crush joué par Chun-Yi himself, en cheveux blancs et doublé par un autre acteur ou par lui-même, je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est tout ce que je retiendrai de cette partie, car on s'emmerde toujours autant en fait. J'ai cru comprendre que la série s'était beaucoup éloignée du texte original où l'héroïne finissait avec la poiscaille plutôt qu'avec son dit June, mais ici, friendzone poisson restera dans la friendzone, donc vu mon investissement de toute façon, ça m'en a touché une sans bouger l'autre. Sunshine of My Life, aussi référencé sous A Love Story, You Are the Greatest Happiness of My Life. Bon, moi je l'aurais plutôt nommé Emily in Paris, vous allez voir pourquoi très rapidement. Dans les rôles titres, le patron psychorigide fétichiste de Zanilia en train de bouffer et de Boss Enemy, et la nénette de Love Scenery. Ça démarrait plutôt bien, avec un concept de brillante étudiante en design dans le monde de la mode, et d'un brillant couturier psychorigide qui cherchent tous deux à promouvoir le style et les traditions et les valeurs chinoises sur la scène de la haute couture internationale. C'est ce qui m'a d'ailleurs le plus intéressé. Mais par contre, pardon, quand tu es francophone et qu'on part à Paris, ça a été la grosse tranche de rigolade. Outre ce qu'on te vend de la vie et des études à Paris, les dialogues des personnages en français qu'on croirait sortis d'un livre d'apprentissage pour les étrangers du style French 101, tellement c'est peu idiomatique ou naturel. Le doublage du coup des acteurs quand ils parlent en français, alors on est entre le robot et je sais pas quoi en fait. En tout cas c'est pas du tout naturel. Et ce putain d'appartement parisien où habitent les deux étudiantes sans le sou, oh my god, à côté l'appartement de Rachel et Monica à New York, je sais pas, je dirais que c'est un placard. Et ces pauvres PowerPoint en fac de niveau collège, mais alors j'en pouvais plus. Alors certes oui, ça a le mérite d'avoir été vraiment tourné à Paris et pas en studio, probablement en mode la capitale fait rêver, merci pour l'absence des rats, même si on a droit tout de même à une agression sur asiatique de la part des méchants français, le tout dans une ambiance qui ne ressemble pas du tout à la France d'aujourd'hui, mais à celle qu''imaginent les étrangers. Je ne vais rien dire là-dessus parce que c'est pas le sujet en fait, mais clairement je ne suis pas le public cible de ce drama et je crois que c'est difficile pour un Français de regarder ce drama. Ça fait sûrement rêver les Chinoises ou pas, car le but c'est quand même toujours de promouvoir la fierté nationale et le fait que tout est mieux en Chine et que le monde les envie en fait. Et puis vous constaterez que je ne parle pas du tout de la romance, donc c'est pour vous dire que ça a bien retenu mon attention. Bref, Jang Han, il fait son Jang Han, son perso il est interchangeable avec celui de Boss Enemy. Ça se laisse regarder au début, mais ça m'a vite barbé. Pride, drama japonais de 2004, donc relativement pas tout jeune, recommandé par Catherine, et je me sens désolée, mais si je n'ai pas adhéré à ce drama, alors je vais la rassurer tout de suite
suite sur le plan essentiel. Oui, j'ai trouvé Kimura Takuya très bien et très sexy. Ne t'inquiète pas, je vais pas lui tailler un costard à ton chouchou. Merci d'avoir attiré mon attention sur cet acteur que je ne connaissais pas. Et surtout, j'espère que ça ne va dissuader personne de me faire des recommandations. J'explique pourquoi je n'ai pas accroché. Je n'aime pas les patinoires et là on y passe beaucoup trop de temps à mon goût quand ce n'est pas dans les bagnoles à discuter et même un joli porté de mariée sur glace ne m'aura pas réconcilié avec cet univers. C'est typiquement un drama fondé sur le sport et comme je suis sportive comme une balayette, c'est rarement ma tasse de thé, même si j'ai eu ma phase Cynthia j'aime la gym et Jeanne et Serge. Néanmoins, trop de hockey tue le hockey pour moi, trop de temps dans les vestiaires et pas forcément pour des plans douches sexy ou autres joyeuses scènes de casier comme dans Skate into Love, pour une histoire de playboy allergique à la romance qui se découvre un doux cœur romantique pour une nana en dep de sa précédente histoire d'amour. Bon, je dis une romance mais vraiment c'est plus une histoire de hockey qu'autre chose quand même avec un peu de romance derrière. Le perso et l'interprétation de l'acteur m'ont beaucoup fait penser à Vic Jo dans le drama Mars et oui il est très bien et c'est une histoire plus mature que ce qu'on a d'habitude mais encore une fois à mon grand regret je n'ai pas été embarquée dans cette histoire. J'espère donc revoir l'acteur dans un drama plus à mon goût, je prends des suggestions si vous en avez. Les Ningyi d'or, meilleur acteur. Mention spéciale à Peter Ho que j'avais bien remarqué dans Nothing Gold Can Stay et qui figurera le mois prochain dans un autre drama. Il était du coup excellent comme à son habitude dans Summer's Desire, dans le rôle de Ho-Chen, un perso a priori pas sympathique mais où sa belle sensibilité te fait souhaiter une issue heureuse à ce mec qui a un beau parcours de rédemption. Cet acteur a vraiment une belle présence. Mais je suis ravie de donner la palme à Jing Chao, souvent nominé en acteur secondaire dans le mois drama, et donc un grand habitué de mes playlists en fait. Et je suis désolée, mais pour moi, c'est l'acteur principal de cette série et non le second, dans un énième rôle d'antagoniste ou de méchant tragique à épingler à sa galerie déjà bien fournie. Je serais vraiment curieuse de le voir en protagoniste pour changer et voir ce qu'il en ferait parce que oui, c'est le king du villainous crush, mais je pense qu'il mérite, il a vraiment l'envergure de faire autre chose. Je l'ai à l'œil depuis un bon moment avec Aurélie et il ne nous déçoit absolument jamais. Meilleure actrice, coup double avec Ruby Lin, qui n'est pas une star sans raison et qui illumine facilement le drama Introduction of the Princess de sa présence. Et puis Sing Fei, une actrice dont j'apprécie souvent le travail et qui compose ici une héroïne avec un arc de vengeance intéressant qui offre une jolie palette au niveau de son interprétation entre détermination, fragilité, intelligence, résolution, mais également grosse fatigue face au coup du sort qui s'acharne. J'apprécie vraiment sa souplesse, là où on a souvent des actrices un peu monolithiques dans leur interprétation, et j'ajoute qu'elle fait complètement le poids face à Jing Chao, donc bravo. Meilleur acteur dans un second rôle, Ho Dong. Je ne sais pas pourquoi, mais le petit genou m'a tapé dans l'œil en sachant qu'il jouait le méchant dans The Only Girl You Haven't Seen, mais là, il est en friendzone choupi et je l'ai trouvé adorable et plein de peps et bien que son perso fasse difficilement de l'ombre au personnage principal, j'ai quand même été désolée pour lui tout du long tellement je le trouvais cool avec l'héroïne. Sa scène où il essaie de voler la mariée et tout le monde prend ça pour une blague m'a brisé le cœur pour lui. Je voulais faire une mention spéciale à l'acteur qui joue le rôle de Benjamin dans New My Fair Princess. Alors comme c'est un acteur occidental, on va pas le retrouver régulièrement dans les dramas chinois, mais honnêtement moi s'il y a un acteur que j'ai retenu de cette série, pour le coup c'était lui et son personnage, donc voilà, je lui fais quand même un petit coucou. Meilleure actrice dans un second rôle. Je n'ai pas été vraiment épatée ce mois-ci par aucune des actrices secondaires, mais il y avait de la bitch de compète dans Maid's Revenge ou dans Lost Track of Time. Plutôt que la bitch, j'ai quand même mis à l'honneur un rôle plus sympathique, celui de la jeune femme sauvée par Lu Hanjuan et qui devient son assistante et qui est interprétée par l'actrice Han Ye. Meilleure musique. J'aime beaucoup le thème de Maid's Revenge et on a un très joli thème également chanté par Simon Chun dans Lost Track of Time, mais celui qui m'est entré dans la tête était Ray of Acacia dans Believe in Love. C'est pas un thème très subtil mais il est efficace et je me suis retrouvée à le chanter plein de fois. Meilleure scène. Énormément de choses ce mois-ci et dans tous les genres. En guise d'amuse-bouche, je vous livre tout de suite 3 scènes de baignoire / douche. Une assez cocasse dans My Fairy Doctor avec un accident de sortie de douche. On est en plein slapstick
screwball comedy, et 2 scènes de baignoire, donc une dans Believe in Love, très jolie, et l'autre dans Jin Yan également. Donc c'est toujours très bien les scènes de baignoire, ça marche toujours, c'est toujours sexy ou romantique. Bon, ces deux-là étaient réussis. Puisqu'on est dans Believe in Love, la nuit de noces ratée because Ragnagna, la séduction de Lalouz par la fille, alors qui a décidé de sortir tous les trucs les plus nuls avec le succès qu'on imagine, mais qui se termine par un saignement de nez du mec. Dans Summer's Desire, la scène de l'hôpital franchement malaisante, et bien sûr la scène de la première nuit d'amour entre les personnages. Dans Introduction of the Princess, le bonheur de l'empereur qui croit avoir épousé la femme de sa vie, mais prend conscience soudain de l'entourloupe quand il soulève le voile, et les leçons de séduction de Chiyo qui veut enseigner la sexualité à l'héroïne avec l'assistance notamment de sa copine prostituée. Et bon, l'héroïne ne veut pas, rassurez-vous, ils se rattraperont plus tard. Dans la catégorie What the fuck, je signale dans New My Fair Princess la princesse Pearl qui veut mettre de la pommade sur les culs rouges de ses eunuques qui se sont fait bastonner. Et alors là, c'est du grand comique de n'importe quoi, tandis qu'ils essaient de lui échapper à droite à gauche et qu'elle leur court après pour essayer de leur crémer les fesses. Alors c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent dans nos dramas, d'autant que il n'y a pas de voile pudique sur leur cucu rouge. Hein. Le haut du panier sera tenu par Lost Track of Time et Maid's Revenge. Dans Lost Track of Time, quasi chaque scène avec Foufou est un bonheur à regarder, mais du coup, comme il faut en choisir, je vais en choisir quelques-unes. Donc la scène où il résiste vaillamment à l'aphrodisiaque donné par la bitch, le moment où il va voir l'héroïne blessée et passe d'un geste de tendresse quand elle est inconsciente à lui cracher sa haine en pleine gueule, lol, quand elle se réveille, et puis la nuit de noces, où l'héroïne s'apprête à coucher avec lui sans grande joie, mais qu'il refuse because, dans la plus pure tradition des meilleurs villainous crush, je ne veux pas que ton corps, je veux aussi ton cœur. On en frémit encore, enfin, toutes ces scènes sont réussies, quoi. Évidemment, on va terminer avec Maid's Revenge, qui alors nous balance, mais alors coup sur coup, une série de scènes hallucinantes, façon bouquet final de feu d'artifice, où tu as à peine le temps de prendre tes selles pour tes vapeurs, que oups, c'est reparti, enfin, ça n'arrête jamais. Forcément, je citerai la scène de l'épisode 1, où notre personnage principal ramène sur son plumard la nana et l'attache pour sa sécurité. Magnifique mise en scène, jeu des acteurs, enfin, lol, de qui se moque-t-on? Tout se joue sur la plastique incomparable de l'acteur. La chair est faible, mais pas la sienne. Hein. Évidemment, on a droit au plaqué mur qui tue lorsqu'il est dévoré par la jalousie et abusé de l'alcool à l'annonce des fiançailles avec le neveu. Le très beau moment où il touche son front après qu'elle l'a soigné après un énième perçage de l'œuvre d'art que constitue son poitrail. La scène où elle lui avoue son amour et que c'est Noël pour le mec. Déjà qu'on a eu une scène de demi-gaule où c'était Noël dans son slip, alors là, c'est Noël, sortez les boules et les guirlandes. Mais ma préférée est la scène de la robe de mariée, avec l'essayage des robes de mariée par les deux filles, où on a un regard, mes aïeux. Alors je sais que c'est la scène la moins sexe de toutes celles que j'ai citées, mais personnellement, c'est celle qui m'a le plus émue. Vous voyez comme quoi, je ne suis pas dictée que par ma libido, puisque j'ai choisi une scène romantique. Bon, je crois qu'on peut dire qu'on a eu du lourd ce mois-ci, et pourvu que ça dure, après le mois précédent où déjà régnait en maître suprême Love Between Fairy and Devil, j'espère qu'on va continuer alors à être gâtés comme ça, parce que en ce moment c'est vraiment un vrai bonheur. Vous retrouverez bientôt, promis juré, des épisodes spéciaux consacrés à Maid's Revenge et Lost Track of Time, qui à mon avis vont être hauts en couleurs et plein de rigolades. Comme tous les mois, en commentaire, faites-moi part de vos coups de cœur, envies ou coups de gueule, et on se retrouve le mois prochain après une bonne douche suite à Maid's Revenge. Bon binge watch, je vous laisse pour changer et pour le plaisir en compagnie du très beau Daigao Jung, parce qu'il le vaut bien et parce que nous aussi on le vaut bien en fait. À très bientôt.